Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais également, comme Christine, commencer par remercier Pierre-Michel Menger de son invitation et de l'occasion qu'il m'a donnée de me replonger un petit peu dans cette thématique que j'avais délaissée ces derniers mois pour des raisons d'agenda de recherche, et donc de revenir sur cette question d'internationalisation des carrières et des marchés académiques en vous proposant de développer une perspective européenne. Alors, le point de départ de ma présentation, c'est un double constat. Tout d'abord, le fait que, comme le soulignait l'OCDE en 2011, on dispose de données relativement rares et incomplètes sur cette question de l'internationalisation des carrières, et qu'en même temps, quand on analyse les discours produits par les gouvernements, les acteurs de l'enseignement supérieur, on retrouve de façon récurrente ce postulat de l'internationalisation comme qualité à la fois des marchés, des institutions et des individus. Alors Christine le soulignait déjà en 2004, ce discours s'accompagne du développement d'instruments qui visent à promouvoir la mobilité académique dans différents espaces nationaux et qui vont également donner lieu à l'utilisation du critère d'internationalisation dans les rankings pour apprécier la qualité, entre guillemets, des établissements. Alors, ceci dit, quand on évoque la question de l'internationalisation, la première chose qui vient à l'esprit, la première chose qui apparaît dans les discours, c'est cette question de la mobilité. Et en même temps, si on regarde plus avant les travaux menés sur cette question, on s'aperçoit que c'est un objet éminemment multidimensionnel qu'on peut commencer par discuter à travers deux entrées. Tout d'abord, celle de la composition internationale du marché académique. Et puis, dans un second temps, l'autre phase de cette composition, c'est la question de la mobilité des académiques. Ces deux dimensions, elles sont à mettre en perspective, en relief avec les règles et les pratiques développées par les établissements d'enseignement supérieur dans des contextes nationaux spécifiques, mais aussi avec donc, la spécificité des structures de carrière, des activités, des comportements et des moments de mobilité des individus, ainsi que les stratégies qu'ils vont développer pour utiliser ou non ce processus d'internationalisation. Donc un système vraiment imbriqué dans lequel vont se mélanger les questions de marché, de mobilité individuelle et de pratique. Pour réfléchir à cette question, vous l'évoquiez tout à l'heure, Pierre-Michel Menger, je vais m'appuyer sur une recherche collective, internationale et comparative qui a pris place notamment entre 2009 et 2012, la recherche EUROAC, donc intitulée « La profession académique en Europe, recherche aux challenges sociétaux ». Dans cette recherche, on avait 7 pays, l'Autriche, la Croatie, l'Allemagne, la Finlande, l'Irlande, la Pologne et la Suisse. Et on a adossé cette recherche qui constitue en quelque sorte le prolongement de la recherche CAP qui lui précédait, dans laquelle on avait déjà les données disponibles pour 5 pays additionnels. Les méthodes qu'on a utilisées sont mixtes. Donc, il y a un travail d'enquête quantitative qui a été fait, qui a permis de récolter quasiment 16 500 questionnaires complets sur 12 pays. Avec une focale particulière, on s'est intéressé au cœur de la profession académique, ceux qui sont déjà, d'une certaine façon, installés dans la profession, c'est-à-dire des universitaires travaillant à plus de 50% dans une institution, ce qui veut dire qu'on a laissé de côté la partie la plus précaire de la profession. La comparaison pose évidemment un certain nombre de challenges, notamment celui des catégories de lecture du monde universitaire. Les carrières étant extrêmement différenciées entre les pays, on a simplement pu distinguer entre deux types de statuts, ce qu'on a appelé les juniors, qui correspondent plutôt aux postes relativement précaires, qui prennent place relativement tôt dans la carrière, et qu'on a opposé aux seniors, qui sont les individus disposant en gros de CDI ou en tout cas de contrats à durée longue, plutôt sur des postes de type professoraux. La deuxième distinction qu'on a introduite, elle concerne les établissements de recherche, en distinguant une fois encore ce qu'on a appelé université, mais qui va recouper tous les établissements plutôt orientés recherche, et en les opposant donc au type d'établissement davantage orienté enseignement. Et enfin, on a complété cette approche par questionnaire en développant des entretiens avec une tentative d'échantillonnage pour correspondre aux répondants de l'enquête quantitative
Et donc un échantillonnage qui reprend les grands champs disciplinaires, le sexe, le type d'établissement, le statut des individus, avec une 60aine d'entretiens conduits par pays. L'intérêt de la comparaison, il est pluriel. Une des premières questions qu'on peut se poser, notamment face à ces discours qui valorisent à outrance l'internationalisation en Europe, c'est dans quelle mesure peut-on parler d'un marché académique commun ? Est-ce qu'aujourd'hui, les données dont on dispose nous permettent d'identifier une circulation des académiques qui irait au-delà d'une circulation temporaire ? Assiste-t-on donc à une réelle internationalisation des carrières académiques en Europe ? Le pendant de cette question consiste à interroger les contextes nationaux. Est-ce qu'on aurait des pays en Europe qui seraient plus propices à l'internationalisation, avec des caractéristiques spécifiques qu'on pourrait identifier à travers la comparaison ? A-t-on des territoires à l'intérieur de l'Europe qui sont des territoires de mobilité en particulier qu'on opposerait à des territoires plus tranquilles ? Qui sont ces académiques? Comment peut-on les caractériser? Est-ce qu'il y a des caractéristiques sociales spécifiques? Quelles sont les formes de l'internationalisation? On parle beaucoup des mobilités, mais quid des activités? Et puis, y a-t-il un lien entre l'internationalisation des trajectoires et l'internationalisation des structures de carrière, l'internationalisation de l'emploi et celle de... y a-t-il un lien entre internationalisation des carrières et productivité scientifique? Alors, pour essayer de répondre à ces questions, je vous propose un plan en 4 parties. Tout d'abord, revenir sur cette question éventuelle d'une lente marche vers un marché commun de l'emploi académique, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Christine. Se demander qui sont les mobiles, donc montrer qu'il y a une mobilité internationale socialement située, décrire cette internationalisation des activités en mettant en évidence les tendances nationales conjointes, et puis enfin interroger le lien entre des carrières internationalisées, des activités internationalisées et les effets donc, sur la productivité des scientifiques. Alors, sur cette question d'une lente marche vers un marché commun de l'emploi académique, on peut utiliser différents types de critères. C'est un des premiers problèmes auxquels on a été confronté à travers donc, cette recherche comparative, c'est d'identifier quelles sont les variables les plus pertinentes dans une perspective comparative. Une des premières variables qu'on a utilisées, c'est celle du lieu de naissance. Et à travers ce lieu de naissance, on montre que quand on s'intéresse notamment aux universités et aux seniors académiques dans ces universités, on a 16% des répondants qui sont nés dans un pays différent de celui de l'emploi au moment de l'enquête. Plus largement, quand on prend toutes les étapes possibles de la mobilité, donc toutes les étapes possibles, on l'a défini de façon restreinte comme ces étapes qui correspondent à des postes en particulier, et donc en excluant les mobilités courtes de 2-3 mois pour des séjours de recherche, on voit qu'on a en gros un quart des académiques qui sont mobiles à une étape de la carrière. Mais quand on regarde dans le détail, on voit que cette mobilité, elle concerne les études précoces, 6% jusqu'au master, la thèse, 6% également de doctorats obtenus à l'étranger, et simplement 6% de postes après la thèse, avec les autres pourcentages qui se répartissent de façon beaucoup plus diffuse sur des petites mobilités. Donc ça nous conduit à réfléchir davantage en termes de marché de la formation plutôt qu'en termes de marché de l'emploi, puisque cette première caractéristique de la mobilité, elle consiste à s'expatrier pour les études ou à migrer pour les études davantage que pour trouver un poste. Donc ça corrobore ce que Christine avait déjà montré en 2004, l'idée que la plupart des académiques visent des carrières dans leur pays d'origine et vont utiliser la mobilité comme un plus. C'est ce qu'on retrouve à la fois dans les injonctions des gouvernants, des managers des universités. Là, on a la citation d'un manager finlandais qui dit « Les chercheurs au niveau de la phase postdoctorale devraient être encouragés à travailler à l'étranger pendant un moment. Une fois qu'ils ont terminé leur thèse dans l'université n'est plus responsable d'eux. Ils devraient aller se qualifier à l'étranger et s'ils réussissent, ils pourraient être capables d'obtenir une position dans leur université d'origine ou dans une autre institution nationale. »
C'est quelque chose qu'on retrouve également dans les entretiens auprès des universitaires, comme celui-ci l'illustre. J'ai fait mes diplômes et ma thèse dans cette institution. Ensuite, je suis partie aux États-Unis faire un postdoc. Après 2 ans aux États-Unis, je suis revenue. J'ai préparé mon habilitation toujours dans mon institution d'origine avant de repartir dans une université européenne pour devenir full professor. Et puis finalement, 4 ans plus tard, on m'a appelé, on m'a demandé de revenir en Suisse sur un poste de full professor. Donc des mobilités donc, qui sont séquencées et orientées vers une carrière qu'on voudrait plutôt inscrite dans un territoire national. Si on regarde un petit peu plus en détail maintenant ce qui se passe au niveau des pays, on voit que les marchés nationaux les plus internationalisés en Europe, en tout cas dans notre échantillon, sont plutôt ceux des petits pays, donc la Suisse, l'Irlande, l'Autriche et la Norvège, avec une exception, qui est l'exception finlandaise. Alors cette exception m'a donné envie de regarder un petit peu ce qu'on pouvait voir du côté des entretiens pour expliquer. Et ce que nous racontent les chercheurs, là j'ai sélectionné un extrait qui était représentatif des discours dans leur ensemble, c'est l'idée que les universitaires vont rester en Finlande après leur thèse parce qu'ils se sont rendus compte que le fait de s'expatrier ne les aidait pas nécessairement à progresser dans leur carrière et qu'en revanche, le fait de rester en Finlande, de garder leur contact actif, était beaucoup plus propice au fait de trouver un poste au moment où ces postes se libéraient. En même temps, du côté du ministère de l'Éducation, on voit se développer une politique active d'internationalisation avec d'abord des politiques migratoires incitatives à partir de 2006, mais aussi un gros investissement financier, 30 millions d'euros sur 2010-2015, pour financer la mobilité internationale. Et on voit les prémices de cette internationalisation à travers le fait que les juniors sont 2 fois plus internationalisés que les seniors. C'est ce que montre donc ce tableau, alors même que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Ça dépend donc des variations nationales. On a en gros des juniors plus internationalisés aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal et au Royaume-Uni. Alors, cette différence d'internationalisation, elle questionnent le postulat d'une mobilité croissante et surtout, elles vont suggérer des différences de temporalité de mobilité dans le cadre de la carrière académique. Et quand on élargit donc aux différentes étapes de la carrière, on voit que la situation des académiques, elle apparaît multiforme et segmentée, dans le sens où la mobilité, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle concerne le quart des académiques, elle va prendre place en fonction des pays à des étapes distinctes de la carrière. Donc en gros, on a distingué la migration pendant les études, pour la thèse, après la thèse, sans la thèse, et ceux qui ont été mobiles, c'est-à-dire qui sont sortis de leur pays et ensuite revenus pendant leurs études ou leur thèse. Et là, on voit que les variabilités nationales sont très importantes. On a des mobilités très faibles, par exemple en Pologne, en Italie ou en Finlande, et alors que par contraste, en Irlande et en Suisse, on a simplement 34 et 49% des académiques qui ne sont pas mobiles. Donc globalement, les mobilités, on voit qu'elles prennent place essentiellement pour la thèse ou pour les études, mais avec des temporalités migratoires très variables selon les pays, puisqu'en Irlande, on a 21% des universitaires interrogés au moment de l'enquête qui ont migré pendant leurs études, autant ont fait leur thèse à l'étranger. En Suisse, l'immigration s'effectue principalement après la thèse ou sans thèse, et donc on voit bien cette pluralité des caractéristiques de la mobilité et l'interdépendance avec des contextes, structures de l'éducation, mais aussi contextes politiques, culturels, linguistiques, et l'attractivité relative des systèmes universitaires pour les étrangers. Si on se focalise maintenant sur la circulation après la thèse, en essayant d'identifier les territoires de circulation, donc en comparant le lieu du doctorat par rapport au lieu d'emploi académique ensuite, on voit que la circulation, elle est essentiellement régionale ou alors orientée vers les pays anglo-saxons.
Donc ce tableau met en évidence l'importance des mobilités de voisinage avec, en Irlande, 30% des seniors et quasiment autant de juniors des universités qui ont obtenu leur thèse au Royaume-Uni. En Suisse, 22% des seniors qui ont obtenu leur thèse en Allemagne, et en Autriche, 20% qui ont obtenu leur doctorat en Allemagne. Et encore au Portugal, 8% des juniors des universités, cette fois, qui ont obtenu leur thèse en Espagne. Donc ce qu'on voit émerger, c'est une idée plutôt de marchés régionaux qui se présentent comme des bassins de recrutement, mais également comme des territoires, des espaces de certification des académiques nationaux, faire sa thèse à l'étranger pour revenir ensuite. Et donc, quant aux pays non frontaliers, on voit la place belle qui est faite à la fois au Royaume-Uni et à l'Amérique du Nord dans ces mobilités. Donc on a des internationalisations différenciées selon les pays qu'on peut résumer de la façon suivante. Un certain nombre de marchés qui sont plutôt auto-contenus. Les circulations se font plutôt en interne, Croatie, Finlande, Allemagne, Italie, Pologne. Des marchés magnétiques qui attirent beaucoup ou qui envoient beaucoup leurs étudiants et leurs chercheurs se former à l'étranger, comme l'Irlande et la Suisse. Et puis on peut distinguer des marchés qui vont être plus attractifs pour les juniors et d'autres plus attractifs pour les seniors. Ces différences d'internationalisation de la profession et des carrières, on les retrouve également en fonction des types d'établissements, avec une internationalisation plus forte dans les établissements certifiés, établissements de recherche, comparativement à ceux qui sont plus orientés enseignement. Et on la retrouve également pour les disciplines. Alors, on entend très souvent évoquer la plus grande mobilité en sciences dures. C'est vrai en partie, mais nos données montrent que c'est plus nuancé que ce à quoi on pourrait s'attendre. Effectivement, dans une moitié des pays, ce sont les académiques en physique et sciences de l'ingénieur qui ont les carrières les plus internationalisées. Mais en revanche, le marché académique en sciences sociales apparaît plus internationalisé que dans d'autres disciplines en Autriche et au Portugal, pour les sciences de la vie et la médecine en Irlande, alors que les situations des différentes disciplines sont assez proches dans les autres pays. Donc, ce qui va suggérer finalement une concurrence entre l'effet discipline et l'effet national dans ces stratégies et ces injonctions à la mobilité. Donc, ça m'amène à une première conclusion. Tout d'abord, le fait que cette européanisation du marché, elle est très lente, très partielle. Les marchés des carrières sont toujours très nationaux. Ils concernent d'abord les établissements de recherche. L'internationalisation des marchés nationaux est elle-même variable. On voit bien qu'en fonction des disciplines, les logiques ne sont pas les mêmes, que les temporalités des mobilités sont distinctes. Et donc, on a cet effet de taille. Les petits pays vont davantage chercher à utiliser les pays voisins pour certifier leurs académiques. On a des effets de langue. On voit bien les bassins de mobilité, Suisse, Allemagne, Autriche, par exemple. Et donc, avec ces régions de circulation, on voit apparaître ces espaces de certification académique, avec donc cette question de la construction de la réputation qui met en évidence le développement de l'internationalisation de la carrière comme élément de construction de la réputation et donc de définition de la qualité scientifique. En même temps, en relisant les entretiens, ce qu'ils mettent en évidence, c'est qu'au-delà de cette question des mobilités, l'une des questions sous-jacentes, c'est celle de l'européanisation des structures des carrières. Et donc, à partir de ces entretiens, on peut distinguer des tendances conjointes à ces structures de carrière. Tout d'abord, la réduction de la durée du temps dévolu au doctorat, que soulignait Christine tout à l'heure. Le fait aussi que dans presque tous les pays européens, désormais, le doctorat s'impose comme la clé d'entrée dans la profession, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et puis, relativement à ce doctorat, on voit également se développer différents types de financement du doctorat, donc différents types de contextes dans lesquels on produit sa thèse, avec notamment le développement de doctorants financés sur fonds tiers. Et ces
cette multiplication des modalités financières possibles de réalisation de la thèse, la transformation des pratiques qu'elle génère, conduit aussi à augmenter la pression à l'entrée de la profession, avec toujours plus de docteurs et pas nécessairement plus de postes. Troisième variable commune, l'injonction à la mobilité après la thèse. Même si dans les pratiques, un certain nombre de pays sont encore peu concernés, dans les discours, la mobilité devient de plus en plus importante. Et puis, du point de vue statutaire, on voit apparaître des postes de professeurs assistants en pré-titularisation conditionnelle un petit peu partout, notamment en Autriche, en Suisse, en Finlande, en Allemagne et en Pologne. Ces postes étant des ovnis, en quelque sorte, dans la structure classique des carrières académiques. Donc, ce sont des postes qui vont permettre aux jeunes chercheurs d'avoir davantage d'autonomie scientifique, de ne plus être dépendants de la chaire. En même temps, ces postes arrivent en très petit nombre et parallèlement au développement de contrats à durée déterminée, de postes précaires, et surtout, ils viennent se superposer à une structure des carrières qui, finalement, ne bouge pas tellement, mis à part cette introduction d'un type de poste additionnel. Donc, cette transformation dans l'organisation des carrières, elle met en évidence le lent passage d'un système de chaire à un système de département en termes d'organisation du travail académique, que vient donc influencer ou percuter la mobilité académique, et que restitue donc un jeune académique de la façon suivante. Le fait d'avoir assez tôt une opportunité à travers des bourses pour s'expatrier, c'est devenu important. Parce que de ce fait, vous n'avez plus besoin d'être un esclave, de faire le travail de main pour votre professeur alors que vous êtes en train d'écrire votre habilitation. Ou encore d'autres juniors qui soulignent que cette internationalisation des carrières, elle a pour effet de produire une génération d'académiques seniors qui sont plus internationalisés, plus orientés vers l'internationalisation et donc moins féodaux, ce qui corrobore aussi cette idée d'un glissement entre deux modèles organisationnels. Je voudrais maintenant réfléchir assez rapidement à la question des caractéristiques de ces académiques à travers trois variables. La première étant celle de l'âge. Alors on s'attend généralement à trouver une plus grande part de mobiles chez les jeunes et globalement nos données corroborent cette hypothèse puisque les 51-60 ans ont moins souvent été mobiles que les 31-50 ans et qu'on peut estimer que la différence entre ces deux groupes d'âge va augmenter puisque les opportunités de mobilité à venir sont plus importantes pour les plus jeunes. Mais ce que je trouvais particulièrement intéressant de souligner, c'est qu'on nous dit souvent que c'est plus compliqué pour les femmes de s'expatrier, de s'internationaliser. Or, nos données montrent qu'en tout cas, parmi ceux qui sont restés dans le système, ceux qui ont réussi à trouver une place, les femmes sont au moins, sinon plus internationalisées dans leur carrière, plus mobiles que les hommes. Donc c'est une tendance intéressante qu'on peut analyser à plusieurs niveaux. On voit que les femmes sont d'autant plus nombreuses à avoir des carrières internationalisées que le marché académique national est fortement internationalisé aussi, mais on voit que ça impacte également la question des contrats de genre en vigueur dans une société, quand ces sociétés sont plutôt traditionnelles, comme par exemple dans le cas de la Suisse. La mobilité va être aussi perçue comme un instrument pour sortir des contraintes d'un système relativement patriarcal. Donc on peut faire l'hypothèse qu'une partie des femmes utilisent l'internationalisation comme outil pour percer le plafond de verre qui les empêche d'accéder aux postes académiques professoraux, mais éventuellement aussi pour sortir de contextes sociétaux encore très patriarcaux, pour construire leur carrière, et qu'elles le font malgré une acceptabilité sociale de la mobilité qui demeure moindre pour les femmes, puisque par ailleurs, quand on a interrogé les modalités de cette mobilité, on a pu mettre en évidence que les hommes, quand ils se déplaçaient, le faisaient avec leur famille, alors que les femmes, la plupart du temps, devaient s'expatrier toutes seules. Et enfin, sur cette question des caractéristiques, c'était trop tentant pour un sociologue de ne pas essayer de corréler mobilité et origine sociale. Et effectivement, on s'aperçoit que, à ce niveau de la carrière encore, le niveau d'éducation des pères a une influence sur la probabilité d'être mobile,
puisque les académiques dont les pairs sont diplômés du tertiaire vont être plus fréquemment mobiles que ceux qui n'ont pas atteint ce niveau de diplôme. Ce qui pose aussi la question de la mobilité comme accélérateur de la carrière. On peut se demander quels sont les effets de ces mobilités de carrière sur l'accès au poste. Alors là encore, pour harmoniser, avoir une variable comparable, on a pris l'accès aux emplois à plein temps plutôt pérenne, et on met en évidence que l'effet est variable selon les pays. Pour les seniors, on va avoir un avantage de 2 ans. On obtient son poste 2 ans plus tôt. En Suisse, en Irlande, 3 ans en Allemagne, si on a une mobilité académique. Mais à l'inverse, en Autriche, en Pologne, aux Pays-Bas, en Italie et au Royaume-Uni, il y a un effet retard d'1 an. Donc on a un double effet de la mobilité. D'une part, elle peut faciliter le recrutement quand l'internationalisation de la carrière est utilisée comme critère. Et parallèlement à cela, on a un effet négatif avec un allongement du temps de précarité, mais aussi le fait qu'en s'expatriant, on se coupe des réseaux locaux et des opportunités au moment où elles apparaissent. Donc la mobilité comme incertitude, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les discours de nos interviewés. Là, on a un jeune chercheur qui dit « On est tous partis à l'étranger. Le problème, c'est que quand on rentre, personne ne vous attend. Les seniors sont sous pression, ils ne veulent pas de compétition venant des niveaux inférieurs. » Ou encore, en Pologne, c'était vraiment une expérience de recherche extrêmement coûteuse. Malheureusement, ça ne semble pas être important pour ma carrière, pour le développement de ma carrière formelle. Ou encore, en Autriche, cette idée que la mobilité est une épée de Damoclès qui va contraindre, et là c'est un homme qui parle, à se séparer de sa famille et de ses réseaux sociaux. D'où ma deuxième conclusion. On voit que l'internationalisation des carrières, elle est le fait d'une minorité d'académiques, qu'elle augmente entre les générations, que les mobiles sont autant des hommes que des femmes, mais plutôt de pairs diplômés du supérieur, et que cette mobilité, qui est généralement présentée dans les discours comme quelque chose de positif, est perçue davantage par les académiques comme un facteur d'incertitude et de tension qui renvoie à cette extraordinaire imbrication sociale des marchés du travail universitaire dont Christine parlait déjà en 1996 et qui renvoie au fait que les réseaux locaux ont une importance fondamentale pour trouver un emploi. Très rapidement, je voudrais maintenant en venir à un questionnement plus large sur l'internationalisation des activités scientifiques. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vais résumer. L'activité la plus internationalisée, c'est la collaboration internationale de recherche. En gros, on a 77% des seniors des universités qui disent avoir eu, au cours des 3 dernières années, des collaborations de recherche internationales. La deuxième activité importante, c'est le fait de publier en langue étrangère. Et là, on voit bien l'effet pays anglophones ou pays non anglophones, puisque dans tous les pays non anglophones, la publication en langue étrangère concerne en gros plus de la moitié des publications produites par les académiques. De même pour le fait de publier à l'étranger, cette fois-ci, donc auprès de maisons d'édition ou d'éditeurs étrangers, avec 55% des publications qui sont faites à l'étranger et toujours ce retard, entre guillemets, du Royaume-Uni avec 28% de publications à l'étranger. Des publications à l'international qui concernent 1/5 des publications de recherche, avec là encore des variations en fonction des pays et des statuts. Une internationalisation assez relative des financements de recherche. 16% des financements sont des financements internationaux avec, encore une fois, des variations fortes en fonction des pays, puisque cela concerne le double des financements au Portugal, 32%, probablement à mettre en lien avec la dimension très privée de l'enseignement supérieur portugais également. Et puis, en termes de pratique d'enseignement, enseigner à l'étranger concerne 1/5 de nos académiques, là encore, des variations importantes en fonction des pays.
et l'enseignement dans une langue étrangère, quasiment 40% des seniors des universités. Donc, on a une internationalisation des carrières et des activités qui est importante, qui est une caractéristique des petits pays, puisque quand on compare pays à pays, on voit que l'Autriche, les Pays-Bas, la Suisse et la Norvège sont les plus internationalisés aussi dans les pratiques académiques, en s'opposant de ce point de vue-là au Royaume-Uni. Donc on peut réfléchir à l'internationalisation de certains pays comme conséquence de l'anglais comme lingua franca, de la géographie des maisons d'édition, de la résistance-adaptation des petits marchés, mais aussi de l'internationalisation des carrières. Et ce sera mon dernier point. Dans quelle mesure l'internationalisation des carrières a-t-elle des effets sur l'internationalisation de l'activité professionnelle ? Alors très rapidement, la collaboration internationale de recherche est l'activité qui dépend le plus de la mobilité. Rien de surprenant, le fait de s'être expatrié amène à avoir des réseaux qu'on peut ensuite mobiliser plus facilement. Donc ça correspond à l'activité donc la plus internationalisée, de la même façon que l'enseignement à l'étranger est plus fréquent chez les mobiles que chez les non-mobiles. Ça met en évidence le fait que la mobilité internationale pendant la carrière, elle augmente la probabilité de continuer à être mobile dans ses pratiques d'enseignement et de recherche, mais qu'en revanche, elle a peu d'incidence sur l'internationalisation d'activités qui ne nécessitent pas de mobilité géographique, comme le fait d'enseigner dans une langue étrangère ou de publier dans une langue étrangère. Et enfin, que la diffusion de l'internationalisation des activités, elle a plus d'importance en termes de masse d'activités que l'internationalisation des trajectoires de carrière ou des marchés. Est-ce qu'on peut pour autant associer internationalisation de carrière et performance en termes de publications scientifiques? Alors là, on a fait un petit travail uniquement sur le contexte suisse, pour essayer d'expliquer le nombre de publications en lien avec la mobilité entre la thèse et le lieu de travail au moment de la recherche. On montre que ça explique 24% de la variation de la performance. Et donc, que toute chose égale par ailleurs, le fait d'être mobile accroît la productivité scientifique, ce qui corrobore ce que d'autres chercheurs ont mis en évidence plus largement à partir de cette enquête EUROAC. Ce qui m'amène à questionner l'effet Mathieu de la mobilité, puisque si on remet les choses en perspective, on voit que la mobilité, elle est plus fréquente chez les académiques issus des familles les plus éduquées, que cette mobilité, elle accroît l'internationalisation de certaines activités, comme les collaborations internationales de recherche, et que ces collaborations internationales de recherche sont le principal facteur explicatif de la productivité plus importante des scientifiques mobiles, ce que montre dans un article qui vient de sortir Michel Rostand et Serravallo. Donc pour conclure, et ce sera mon dernier mot, ça permet de replacer cette question de l'internationalisation dans une perspective d'économie de la qualité, en mettant en évidence qu'on assiste aujourd'hui à une européanisation esquissée de la structure des carrières, avec finalement l'émergence dans les territoires nationaux d'un double marché. D'un côté, cette harmonisation du seuil minimum de la qualité à l'entrée de la profession, ce développement des postes en prétitularisation conditionnelle qui valorise à la fois la précocité et l'indépendance, mais en même temps le maintien des anciennes structures de carrière qui vont créer des tensions au sein des systèmes nationaux entre les individus, donc dans les organisations, avec une diversification des sentiers de carrière qui génère une incertitude toujours plus importante pour les individus. Et finalement, une question qui se pose au moment du recrutement, qui est celle de la tension entre le fait qu'on donne de l'importance à la mobilité et aux pratiques internationales dans la construction des réputations scientifiques, et qu'en même temps, dans un certain nombre de lieux, il y a des variations en fonction des institutions également, le recrutement dépend davantage d'une inscription relationnelle du jugement scientifique lors des recrutements, et que donc c'est cette tension entre les deux qui explique les discours assez parfois catastrophistes des universitaires interrogés sur leurs conditions de travail et leurs perspectives de carrière. Je vous remercie beaucoup de votre attention.